Bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Si vous êtes étudiant, cette émission va vous intéresser car il n'est jamais trop tôt pour entreprendre. Bonjour Julien. Bonjour Thomas. Merci de nous retrouver sur le plateau de Business Models. On va revenir sur votre parcours d'entrepreneur, en effet un parcours que vous avez commencé en parallèle de votre vie étudiante, mais on va commencer par expliquer ce que vous faites. Quelle est cette entreprise Robin ? Alors Robin, c'est l'interlocuteur rassurant qui anticipe les problèmes juridiques des entrepreneurs. Concrètement, on l'a vu pendant la crise sanitaire, un commerçant, un artisan, un jeune entrepreneur qui se lance, en fait, il se lance parce qu'il est passionné, mais pas par amour du juridique, pas par amour du financier, voilà, c'est pas ces sujets. Et donc Robin, c'est l'interlocuteur rassurant qui vient lui offrir des réponses à toutes ces questions sur le juridique, en fait. Voilà. Comment c'est né cette idée ? Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'aider finalement les autres entrepreneurs ? Déjà parce qu'en montant ma boîte, j'ai compris que le juridique, c'était vraiment complexe. Et puis souvent, quand on pense juridique, on pense avocat, on pense opaque, on pense pas transparent en fait. Le vrai sujet, c'est celui de la transparence. C'est-à-dire, il y a une expérience assez intéressante quand vous allez sur Google et que vous tapez « mon avocat ». Les premières propositions qui sortent, c'est « ne fais pas son travail, perd ses feuilles, me ment, abandonne mon dossier ». Il y a même marqué « trompe ma femme ». Donc, c'est de la bonne pub. Non, mais c'est intéressant de voir que ces professionnels qui pourtant sont hyper utiles et hyper pertinents pour aider les entrepreneurs, n'ont pas un lien facilité avec ces entrepreneurs. Oui, alors souvent quand on pense à avocat, on se dit voilà, c'est qu'en cas de problème finalement qu'on fait appel à un avocat. Donc c'est pas forcément vers eux qu'on a envie d'aller spontanément. Et en fait, je suis complètement d'accord. L'erreur, c'est qu'en fait, on va voir un avocat quand c'est déjà trop tard. Parce qu'on pense que c'est pas accessible. Et si on arrive à rendre plus accessible l'accès à l'avocat, ce qui est la mission de Robin, en fait, on aide les entrepreneurs à anticiper plus tôt des erreurs hyper coûteuses. Voilà. Alors, on va revenir sur cette aventure entrepreneuriale, mais auparavant, un petit arrêt sur l'actualité. J'imagine que cette situation sanitaire, cette crise que l'on traverse, finalement, suscite des interactions juridiques peut-être plus nombreuses. C'est ce que vous constatez ? Complètement. Dès le début de la crise sanitaire, on s'est lié avec différentes collectivités dans les territoires pour voir comment on pouvait venir en aide aux nombreuses questions des commerçants, des artisans, des entrepreneurs. Et très vite, on a vu qu'ils avaient énormément de questions sur beaucoup de sujets. Typiquement, comment je fais pour renégocier mon contrat de bail avec mon bailleur qui n'accepte pas de négocier ? Comment je fais pour obtenir une indemnisation de mon assurance ? Parce qu'il y a marqué perte d'exploitation dans mon contrat. Pourquoi l'assureur me dit que j'y ai pas le droit ? Je n'ai pas compris le chômage partiel. Comment je le mets en œuvre ? Malheureusement, je dois licencier parce que c'est ce qui commence à arriver. Comment je fais pour le faire dans les règles ? Toutes ces questions-là, en fait, les entrepreneurs aujourd'hui n'avaient pas d'interlocuteur clé, humain, rassurant, qui pouvait leur apporter des réponses. Donc oui, la crise a complètement à la fois changé notre business, mais surtout montré qu'il y avait un véritable besoin d'accompagnement sur ces sujets. Et comment est-ce que vous qui êtes au contact justement de très nombreux commerçants, comment est-ce que vous les voyez vivre ces mois et traverser cette période ? Il y a un réel sentiment de solitude, en fait. La majorité des entrepreneurs qui nous appellent sur les numéros qu'on met en place nous expliquent que même si à la fin de l'échange, il n'y a pas de solution, parce que leur situation n'a pas de solution, ils sont heureux d'avoir parlé et d'avoir pu se sentir écoutés. Ça, c'est assez intéressant de voir que, en fait, c'est juste des gens qui se sont lancés dans l'aventure, qui avaient des beaux projets, qui donnent du baume au cœur des gens au quotidien, quand on est restaurateur, quand on est coiffeur, quand on est esthéticienne. Enfin, ce qu'on fait, c'est ça, c'est aider les gens à avoir une vie plus chouette, un fleuriste, voilà. Et c'est pas futile, c'est très utile. Et du coup, ils se sentent un peu abandonnés. Donc le véritable sentiment qu'ils ont, c'est un sentiment d'abandon et surtout un manque d'expertise et d'accompagnement sur ces sujets juridiques. En fait, ils se rendent compte que ce n'étaient pas des sujets sur lesquels ils étaient accompagnés et que c'était en fait très très important. Et malgré cela, les vocations continuent à arriver. Est-ce qu'il y a des nouveaux commerces qui ouvrent ? Est-ce que vous le constatez ? Cette année, il y a eu presque autant, voire plus de création d'entreprises que l'année précédente. Donc oui, il y a toujours un désir d'entreprendre, même s'il y a pas mal d'entreprises, notamment celles de moins d'1 an, qui se sont sentis particulièrement abandonnés par les mesures qui ont été mises en place. Typiquement, voilà, un restaurateur qui arrive, qui met 200 000 € sur la table pour monter son restaurant, il n'a pas accès au fonds de solidarité parce qu'en fait, il n'a pas de bilan.
Donc en fait, tant qu'on n'a pas de bilan, on ne peut pas se baser sur quelque chose pour décider de l'accès aux aides. Ça, c'est un vrai énorme sujet qu'on a décelé chez les entrepreneurs qui nous appelaient et sur lequel il faut faire quelque chose. Un trou dans la raquette. C'est un trou dans la raquette. Mais parce que on pourrait, par exemple, c'est une idée qu'on a eue et qu'on a portée aux collectivités avec qui on travaille, indemniser ces entrepreneurs au prorata de ce qu'ils ont investi dans l'économie française. Typiquement, voilà, je monte un salon de beauté, j'ai mis 300 000 € sur la table pour monter ce salon de beauté, je peux avoir accès au fonds de solidarité si j'ai mis une certaine somme d'argent. Un start-upper qui a lancé son projet et qui malheureusement n'aboutit pas à cause du Covid, on comprend très bien qu'il ne faut pas leur donner accès au fonds de solidarité et qu'ils auront d'autres projets. Voilà. Mais quand on est dans des situations où on pose son énergie sur la table et on se dit je vais créer quelque chose pour dynamiser le commerce, mais il faut donner envie aux gens d'entreprendre. C'est le but de cette émission aussi. Donc, absolument. Donc voilà. Et en fait, en discutant avec vous, je me rends compte que vous êtes un formidable, presque institut de sondage en temps réel pour voir toutes les problématiques de ces commerçants qui remontent. Bah, disons qu'on réussit à prendre le pouls. Parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, quand ils nous contactent, nous expliquent leur situation, ce qu'ils vivent au quotidien, leurs craintes, et on vient leur apporter une solution très concrète pour les aider. Donc derrière, le politique a aussi envie de savoir, mais le politique, mais aussi les syndicats professionnels, typiquement, dont le but est de défendre, c'est eux qui font ce rôle de défense de ces professionnels, ont besoin de cette information-là. Et on est capable de savoir que 30% des gens qui nous ont contactés, par exemple, c'est sur le sujet des loyers. Comment négocier mon loyer. Donc on a beaucoup d'infos, oui. Bon, on va voir justement comment se développe ce marché dans le monde, dans l'univers juridique. Est-ce que si je dis que Robin est une legal tech, est-ce que vous reconnaissez dans cette acronyme, dans cette étiquette ? Le marché de la legal tech, c'est un marché très intéressant. On est dans le marché de la legal tech, certes, parce qu'on développe une technologie dans le monde du droit, alors qui ne change pas le monde du droit en tant que tel, mais qui change la manière dont on rentre en contact avec un professionnel du droit. Donc c'est des technologies, c'est de l'innovation en fait de procédés, plus que de rupture. Il y a une grosse technologie d'ailleurs chez vous ? En fait, notre technologie, c'est notre capacité à analyser le besoin du client. Donc en fait, d'être capable de dire, voilà, en fonction de ce qu'on analyse du besoin du client, voilà la solution qui va pouvoir l'aider. Donc on a une petite technologie. De toute façon, on ne va pas développer de la technologie pour faire de la technologie, mais on veut la développer pour répondre aux besoins. Et orienter les demandes et faire une gare de triage. Exactement. On a besoin de savoir quel est le problème de l'entrepreneur pour l'amener vers la meilleure solution. Et donc Legal Tech, oui, on pourrait vous mettre dans ce panier. Comment est-ce que vous expliquez que finalement, même s'il y a pas mal de création dans cet univers, il n'y a pas de gros succès comme on peut en avoir par exemple dans les fintech qui, elles, ont créé des licornes, comme on dit. On va faire une multiplication en fait assez simple. Si par exemple je vendais une solution à des avocats, un avocat serait prêt à payer une solution peut-être 150, 200 € par mois. Il y a 66 000 avocats en France. Pour avoir un bon lien avec mes avocats et être sûr d'avoir des bons avocats, je pourrais en prendre peut-être 1000 au maximum. Donc si je prends 1000 avocats au maximum sur mon marché et que je multiplie par 150, comme dit notre ami, la question elle est vite répondue. Ouais. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché, en gros. Disons que c'est un marché qui est dur à adresser, parce qu'on a des professionnels qui sont réticents des technologies, alors d'autres qui s'en saisissent, mais donc le temps de convaincre les dinosaures, entre guillemets, c'est plus compliqué. Donc il faut trouver le bon angle. Par contre, un marché qui est assez important, c'est le marché du droit. Le marché du droit, c'est 32 milliards d'euros en France, rien qu'en France. Et le marché de l'assistance juridique, et c'est un peu ce qu'on fait, finalement, c'est un marché de 300 millions d'euros. Donc, il y a un marché. Il faut juste comprendre comment l'adresser en restant aussi hyper proche des besoins de ses clients. Voilà, donc, Et vous voyez beaucoup d'innovations dans ce domaine. Ça bouge ce secteur en ce moment ou finalement, ni plus ni moins qu'il y a quelques années? Sur le secteur du droit, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'aujourd'hui, les professionnels du droit passent énormément de temps à faire des tâches répétitives qui leur prennent du temps humain et qui vendent ce temps humain. Oui, c'est typiquement des choses qu'on peut automatiser. Clairement. En fait, on peut automatiser les tâches répétitives pour recentrer le métier sur l'humain. Et pourquoi aussi les gens ont du mal à faire appel à un avocat? Parce qu'il facture son temps. Ouais, comme un taxi, en fait. Exactement. Le compteur tourne. S'il peut mettre moins de temps, cet avocat, à faire le travail répétitif, il pourra facturer moins cher son client et pour autant gagner plus d'argent
et du coup aider plus de gens à aller vers le droit. Donc la Legal Tech, c'est un secteur hyper intéressant parce que l'enjeu est là. On peut sauver le monde du droit et des avocats en réduisant le coût des avocats, mais ça passe par la technologie. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans un monde de plus en plus judiciaire, juridique, judiciarisé? Je ne sais pas quel est le bon terme, mais à l'américaine, en fait, où finalement on ne peut pas sortir sans son avocat. En fait, le problème en France, c'est que les gens, quand on pense avocat, on pense tribunal. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'aujourd'hui, l'avocat, il peut vous conseiller sur des sujets en amont qui vous éviteront d'avoir un problème. Et aujourd'hui, on n'y va pas. On y va quand c'est trop tard. Donc, si le monde est plus judiciaire qu'avant, je ne sais pas, puisqu'on incite nos entrepreneurs à poser des questions avant que la situation soit Mais par tard. exemple, on voit l'inflation des lois, des règlements et autres. Et en effet, il faut avoir un spécialiste maintenant pour avoir un salon de coiffure ou ouvrir un fleuriste pour justement essayer de rentrer dans toutes les bonnes cases. On n'y arrive plus. Le citoyen lambda n'y arrive plus sans l'aide justement d'un avocat. C'est en cela que la société, elle se judiciarise peut-être, non? Oui, peut-être. Je pense qu'en fait, le problème aussi, c'est que les services d'assistance juridique classiques, qui existent depuis des années, qui sont des plateaux d'appel, en fait, avec des juristes qui répondent en batterie à des coups de fil, sont des juristes, en fait. Ce sont des juristes qui répondent. Un juriste, ce n'est pas un avocat. C'est-à-dire que le juriste, il a le droit de vous informer sur vos droits, donc de vous lire la loi, en fait, ce que moi je sais faire aussi, hein. Pourtant je ne suis pas juriste, mais il n'a pas le droit de vous conseiller. Il n'a pas le droit de vous dire, en fonction de la situation que vous me décrivez, je vous invite à faire ça. Et en fait, ce qu'on a fait chez Robin, qui est quand même un pari assez fou, c'est qu'on a créé la première assistance juridique qui donne des réponses d'avocats. C'est-à-dire que c'est des avocats qui vont vous aider avant que ça soit trop tard. Et donc, c'est là où, en fait, on pourrait judiciariser moins la société en voyant l'avocat plus comme un partenaire et un conseil dans la vie de l'entreprise, plutôt que simplement un pompier qui vient éteindre le feu quand la maison elle est déjà complètement brûlée. Bon, justement, on va parler de Robin. C'est une bonne transition. Ma petite question fétiche, pourquoi ce nom Robin? Pourquoi ce nom Robin? Ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser à plein de choses. Robin des Bois, Marthe Robin. En fait, ce qu'on aime chez Robin, c'est l'idée que chacun peut s'identifier en fait comme il le souhaite dans nos valeurs. Le Robin, ça peut être le super-héros, ça peut être le justicier, ça peut être votre ami rassurant qui vous aide au quotidien. Ce qu'on veut, c'est développer autour du juridique une identité qui est bienveillante, qui est rassurante et qui est orientée vers un seul objectif, et c'est l'objectif qui anime toute l'équipe de Robin au quotidien, c'est comment faire pour qu'un entrepreneur qui nous contacte ait à chaque fois une solution. Donc derrière Robin, il y a un peu toute cette identité qui nous est chère. Maintenant, sur l'aspect plus légitimité juridique, en fait, sous l'Ancien Régime, on appelait les avocats des Robins, parce qu'ils portaient des robes, en fait, pour les distinguer des autres professions. Mais en réalité, ça, c'est une excuse. Enfin, c'est vrai, mais on a appris ça après avoir trouvé le nom Robin. Alors, je le disais, vous avez lancé cette entreprise en étant étudiant. Et c'est vrai que c'est un bel exemple parce que finalement, peut-être que assez peu d'étudiants ont ce courage ou ce petit grain de folie, alors que c'est la meilleure période pour lancer une boîte. C'est la meilleure période parce qu'en fait, on peut se planter 1000 fois et continuer. Après, il faut savoir à quoi s'attendre, parce qu'il y a une grosse mode autour de l'entrepreneuriat. On dit tout le monde peut entreprendre, c'est pas vrai, pas tout le monde peut entreprendre, faut être quand même sacrément fou, je pense, pour tenir bon, mais c'est plus facile d'entreprendre pendant ses études qu'entreprendre après avoir fait, c'est la phrase classique, je vais faire du conseil et puis ensuite j'entreprends. Non, c'est pas vrai, parce que... c'est le piège, en fait, se dire, tiens, je vais d'abord avoir mon expérience dans un grand groupe et après j'entreprendrai, alors que... tout militera pour ne pas le faire parce que ce sera trop tard, trop confortable et la marche sera plus haute. Et surtout, en fait, l'entrepreneuriat, c'est la seule chose qui s'apprend en faisant. C'est-à-dire, on ne peut pas apprendre à entreprendre dans une école, on ne peut pas apprendre à entreprendre en faisant du conseil. On commence à apprendre le jour où on commence à entreprendre. Exactement. Donc du coup, il faut juste y aller. Et puis, vraiment, la boîte a 4 ans. Pendant peut-être 3 ans, j'ai fait... c'était du freestyle total. On pivotait toutes les semaines, on changeait d'idées, on changeait d'opportunités. Mais en fait, aujourd'hui, on est toujours là. On développe une solution qui est hyper utile et qui aujourd'hui aide plus de 10 000 entrepreneurs en France. Donc, en fait, il faut s'accrocher aussi
si on est convaincu que l'équipe qui est derrière le projet est capable de résoudre le besoin qu'on veut adresser. Exactement, c'est pour ça que je disais jamais trop tôt pour entreprendre, parce que c'est une expérience, c'est une leçon, et on s'améliore avec les années et son expérience, justement. Oui. Et les rencontres aussi, beaucoup les rencontres. Et les rencontres. Comment est-ce que vous avez concilié justement cette vie d'étudiant et cette création d'entreprise? Est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre? C'est pas facile, parce que je pense qu'en vrai, on ne peut pas réussir à mener ses études et en même temps qu'un projet d'entreprise. En tout cas, aujourd'hui, voilà, rien n'est fait pour ça. Il y a des solutions qui essayent de se mettre en place. Par exemple, le statut d'étudiant entrepreneur, ça c'est quelque chose qui a été mis en place. Un peu comme l'alternance en fait. Il faudrait qu'il y ait un modèle d'alternance plus concret pour les étudiants entrepreneurs en France, qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se lancer. Parce que quand on veut réussir quelque chose, il faut être à 100% dedans. J'ai voulu me battre contre ça, je disais mais non, c'est pas vrai, on peut être à 50-50, c'est pas vrai. C'est comme les entrepreneurs qui vous disent je suis sur 3 projets en même temps. Quand on se lance et qu'on est dans un projet entrepreneurial, il faut savoir rester focus. C'était la grosse erreur que j'ai fait d'ailleurs. Donc une expérience, voilà, mais que vous avez déjà derrière vous. Du coup, ça aide à surmonter les prochaines difficultés. Même si c'est dur de rester 100% focus, parce que c'est un de mes mentors qui me disait ça, qui s'appelle André Agoudal, qui est un entrepreneur brillant, qui me disait il faut savoir, quand on est entrepreneur, naviguer entre ses désirs et ces idées qui peuvent se transformer en opportunités pour l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un véritable sujet. Les idées qui se transforment en opportunités, il faut les suivre parce que c'est pour développer le business. Par contre, les désirs, on en a tout le temps. Oui. Et il ne faut pas se laisser aller à tous ces désirs. Et alors ça, c'est intéressant parce que ça nous amène aussi au démarrage de Robin et à son évolution. Vous avez dû pivoter, c'est le terme qu'on emploie en référence au basket, au joueur de basket qui sur un pied doit changer éventuellement pour passer la balle. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette expérience? Alors oui, au départ, on avait une raison d'être. Ça, c'est le vrai sujet, c'est que pourquoi l'entreprise existe, quelle est la mission qu'elle se donne. La mission, c'était d'aider les gens qui avaient besoin d'être aidés en leur apportant des solutions concrètes qu'aujourd'hui n'existaient pas, voilà. Dans le secteur du droit. Bon, ça, c'était le plan de départ. Alors au départ, on a aidé les particuliers qui souhaitaient divorcer à trouver le bon avocat pour divorcer. Ensuite, il y a encore besoin d'avocats pour divorcer maintenant? Je croyais que c'était juste un papier à signer. Avec des avocats. L'avocat est encore obligatoire sur ce sujet et toujours aussi important, je pense, parce que... Il faut conseiller aussi. Là, on revient au conseil. C'est ça. Moi, j'ai pas envie de parler à une machine, même si je peux parler à une machine le jour où je divorce. Il faut que je me marie avant, mais voilà, l'idée, c'est compliqué. Voilà. Donc, je pense que voilà, le point de départ, c'était celui-là. C'était aider les gens. Après, on a fait ça avec le divorce. On a aidé plusieurs milliers de personnes à divorcer. Et puis ensuite, après, on l'a fait avec le droit du travail. Puis on l'a fait sur plusieurs sujets. Et ensuite, dès le début de la crise sanitaire, on a commencé à développer ce produit d'aide aux entrepreneurs. Parce que j'ai terminé mes études dans un master super qui s'appelle XHEC Entrepreneur. J'étais dans une communauté d'entrepreneurs. Je me suis dit, on est entrepreneur, on va aider les entrepreneurs. Très vite, j'ai compris que, avec l'équipe, on n'arriverait pas à vendre un service d'aide juridique à des gens qui, de toute façon, en ce moment, n'ont plus d'argent, faut le dire. Voilà. Et donc, on a encore pivoté pour répondre aux besoins, qui étaient le besoin du politique, ou des syndicats professionnels, ou des chambres de commerce, qui souhaitaient aider leurs entrepreneurs. Et donc, on a changé de business pour la dernière fois. Maintenant, je pense, parce qu'en tout cas, on adresse... Oui, après, on ne connaît pas l'avenir. Oui. C'est vrai. Pour aider ces entrepreneurs qui avaient besoin d'aide et qui pouvaient avoir ce service à travers leur collectivité. Mais c'est intéressant, ça veut dire que c'est ça aussi la qualité intrinsèque d'un entrepreneur, c'est de chercher jusqu'à ce qu'il arrive à trouver l'ouverture, la solution. Alors, la qualité d'un entrepreneur, moi je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'en France, c'est pas perçu comme une qualité. Quelqu'un qui pivote, quelqu'un qui change de pied, comme le basketteur, comme vous l'expliquez, en fait, c'est vu comme quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut. Et c'est très dommage, parce qu'en France, en fait, on confond l'idée d'avoir raté quelque chose avec l'idée d'être un raté. On pense que quelqu'un qui a raté, c'est un raté. Et c'est très dommage, parce qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui apprend. Qui admet qu'il a fait une erreur et qui essaye de changer de pied. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la culture du pivot en France. Absolument. À faire de la pédagogie là-dessus, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne ratent rien. Il faut le rappeler. Oui, voilà. On va venir maintenant à la dernière partie de ces émissions sur ce qui vous anime en tant qu'entrepreneur, Julien. Alors, on le disait, vous avez eu le déclic sur les bancs de l'école. Comment ça se passe, le déclic? Comment est-ce qu'on sait que finalement, sa vie, c'est d'être entrepreneur?
Ben, je l'ai compris, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'au départ, je pense que je voulais être journaliste. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai voulu être avocat aussi. Mais en fait, j'ai commencé avec des projets dans les médias. C'est-à-dire qu'en fait, au lycée, j'avais créé une radio, une web radio, qui s'appelait Radio Lycée. Puis on aidait les lycées à construire leur propre radio. Donc vous étiez déjà entrepreneur lycéen. Oui, mais je n'avais pas compris que c'était d'entrepreneuriat. Je me disais, c'est un truc dans les médias, j'étais le journaliste, voilà. Et puis, on a fait ça. Et puis, en fait, après, on a fait un autre projet, qui était un projet d'émissions politiques et culturelles. Donc, on interviewait des personnalités politiques pour leur parler de plein de sujets qui concernaient les jeunes. Donc, c'était ce deuxième projet. Et puis ensuite, il y a eu ce troisième projet, qui est le projet Robin. Et alors, quand est-ce que vous avez dit, ça y est, je suis un entrepreneur, ou c'est ça que je veux faire? Le jour où j'ai compris que je pourrais rien faire d'autre. Enfin, très honnêtement, je pense pas avoir de compétences particulières dans quoi que ce soit. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais au départ. Et parce que je me dis, j'aime beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que c'est normal? Et en fait, j'ai compris que aimer monter des projets, les développer, fédérer des gens autour d'une équipe, autour d'un projet, fédérer, c'est très important pour un entrepreneur. Et en fait, je me suis dit, ça, c'est de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je continuerai à faire. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, comme vous l'expliquez, c'est que vous tourniez déjà autour de ces enjeux via la radio avec les politiques. Et là, un peu après quelques pivots, vous revenez dans cet univers politique. Finalement, l'histoire, il y a une espèce de fil conducteur invisible. Je pense que le fil conducteur, c'est d'essayer, c'est suivre cette même mission qu'on s'est donnée au départ, c'est-à-dire d'aider les gens à obtenir des réponses avec des solutions concrètes. Concret, c'est hyper important pour nous, et donc c'est ce qu'on essayait de faire avec le média. Et finalement, le média, c'est quoi? Medium, c'est le lien. C'est faire le lien entre les gens. Oui. Et aujourd'hui, on est encore un intermédiaire entre des gens qui ont eu un problème et nos avocats partenaires qui répondent brillamment. Donc il y a toujours cette logique-là derrière. Alors vous nous avez cité un entrepreneur auprès de qui, un mentor qui vous épaule. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent dans votre vie d'entrepreneur? Clairement. Enfin, je suis inspiré, et puis surtout à qui je demande de l'aide. C'est-à-dire que il faut demander de l'aide. Ça aussi, c'est encore un cliché, une mauvaise vision de l'échec ou de l'entrepreneuriat. On pense que demander de l'aide, ça veut dire qu'on a besoin, qu'on n'est pas capable. Ouais, c'est ça, pas du tout. C'est juste des personnes qui en fait ont vécu plein d'autres problèmes que vous allez vivre un jour. Et vous font gagner du temps. Exactement. Donc il faut aller leur demander. Il faut leur demander pas comment ils ont fait telle ou telle réussite, mais plutôt comment est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vécu tel ou tel échec. Et alors qui, par exemple? Est-ce que vous avez des noms à nous donner? J'essaye de les garder pour moi parce qu'ils prennent le temps de m'aider. Vous voulez pas que du coup leur téléphone ne sonne trop? Non, je veux bien qu'ils sonnent. Je pense qu'il faut que tous les entrepreneurs qui se lancent. Non, mais il n'y a pas une figure emblématique à qui vous aimeriez rendre hommage en disant lui, franchement, il m'a inspiré. Oui, clairement. C'est un monsieur qui s'appelle Uwe Diegel, qui était mon premier mentor, qui est entrepreneur dans la santé. Qu'on appelle le Steve Jobs de la santé, qui a créé en fait les preneurs de pouls connectés, les tensiomètres connectés, et rien à voir avec mon business. Du coup. Mais ce que j'admire chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui a une vie entre guillemets ponctuée d'échecs, de succès, et qui à chaque fois a appris de ça. C'était pas un expert de la santé, il était pianiste de concert, il s'est cassé la main, il a plus pu être pianiste de concert, il a travaillé dans des restaurants, puis après être restaurateur, il s'est lancé un projet dans la santé, et aujourd'hui c'est devenu l'expert de la santé connectée dans le monde. Ouais. Donc j'admire beaucoup les figures entrepreneuriales qui ont composé avec rien en fait. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, vous dites c'est pas du tout mon secteur, mais un entrepreneur peut parler à un autre entrepreneur et lui apporter quelque chose, même si justement c'est pas son secteur, et peut-être encore plus, parce que justement il n'aura pas d'idée préconçue. Oui, d'ailleurs je pense que quand on se lance, il faut essayer de parler à des personnes qui ne comprennent rien à votre secteur pour voir s'ils comprennent ce que vous avez envie de faire. Quand on s'est lancé dans le droit, on a dit mais... Le droit, tu as 19 ans, tu n'es pas avocat, tu ne fais même pas de droit. Le droit, quoi? Et en fait, on a réussi, du coup, en étant extérieur, à identifier les problèmes qu'il y avait dans un secteur qui pouvait être perçu comme poussiéreux, où il y avait des belles énergies. Et on a pu juste changer une petite chose en n'étant pas la tête dans le guidon. Donc je pense qu'il faut que les entrepreneurs n'hésitent pas à se lancer dans des secteurs qu'ils ne maîtrisent pas. Une autre chose qui caractérise souvent les entrepreneurs, c'est leur ambition, leur rêve. C'est lequel pour vous? Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un échange avec l'ancien président de la République. Et je lui ai dit, c'est quoi votre rêve? On peut dire ça? On peut dire qui? On ne peut pas dire qui. Et ça commence par un F, un N. Il n'y en a pas beaucoup. Bon. Et qui m'a dit, il ne faut pas, dans la vie, avoir de rêve. Parce qu'une fois qu'on a atteint ce rêve, c'est terminé.
mais dit en fait, la réussite, c'est pas les rêves. La réussite, c'est avoir des projets qui s'enchaînent et on est content quand un projet se termine d'en démarrer un autre. Et j'essaye de poursuivre un petit peu ça. Voilà. En fait, dans Robin, on a plein de projets qui vont arriver chaque mois, chaque année. Après Robin, il y en aura d'autres. Et c'est l'idée d'avoir à chaque fois un nouveau projet qui, en fait, nous anime et fait qu'on a envie d'aller vers cette réussite. Donc voilà, c'est le rêve, c'est d'avoir des projets et de continuer à en avoir et de parler à des gens avec qui on fait ces projets. C'est ça, être entrepreneur, hein, avancer pas après pas. Et le plus important, en effet, c'est de faire le premier pas. Merci, Julien, en tout cas, d'avoir partagé avec nous votre expérience d'entrepreneur. Et puis, on vous souhaite bon vent et on espère que vous viendrez nous raconter la suite dans quelques temps. Merci, Thomas. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.